Bien le bonsoir, l'incontournable, voici le sommaire de votre rendez-vous d'information. Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants prêts à en découdre avec les bacheliers non orientés, ils reprochent à ces derniers de perturber leur cours. Campagne agricole 2012-2013, une enveloppe de plus de 34 milliards de francs CFA de l'État pour accompagner le monde rural. Incarcération d'une cinquantaine de jeunes du M23, le niveau d'information de Barthélémy Diaz loin de la hauteur des démarches du mouvement. Une précision du coordonnateur, le maire de Sacré-Cœur-Mermoz avait dénoncé le silence, selon lui, du président de la rencontre africaine des droits de l'homme à sa sortie de prison mardi. Nous revenons justement ce soir sur les premiers moments de liberté du leader des jeunesses socialistes, Barthélémy Diaz, tout de même sous contrôle judiciaire, après 5 mois de détention, incarcération suite à une fusillade qui avait fait un mort. Le festival de jazz de Saint-Louis s'ouvre ce jeudi. Charles Aznavour est l'invité d'honneur de cette 20e édition. Le chanteur français est arrivé à Dakar mardi. Nous aurons en ligne dans quelques instants Ibou Diouf pour le programme de cette 20e. Et puis nous nous arrêtons ce soir sur cette semaine consacrée à la prévention routière au Sénégal, la sécurité routière durable au Sénégal, au cœur des réflexions cette année. Le directeur de la prévention routière est notre invité. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le point sur l'actualité d'abord avec Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Nous démarrons avec les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines qui sont très remontés contre les bacheliers non orientés. Ils reprochent à ces derniers de perturber leur cours en commettant au passage des actes de vandalisme au sein de la faculté des lettres. Nous écoutons à ce propos Mamadou Lamine Seydi, il est le président de l'amicale. Il est interrogé par Émile Diouf et Diafaraba. Hier, ils ont brisé tout ce qu'il y a comme matériel dans cette faculté. Ils ont brisé nos vitres, ils sont entrés dans les amphithéâtres, ils ont violenté les étudiants. Face à cela, nous, amicales de la faculté des lettres et sciences humaines, nous lançons un appel à nos frères. Nous leur disons que certes, c'est vrai, ils doivent être orientés, que le combat, nous allons le mener ensemble, qu'il soit orienté. L'essentiel est qu'il soit orienté dans toutes les universités du Sénégal. C'est ça aujourd'hui la position de l'amicale de la faculté des lettres et sciences humaines. Nous n'accepterons pas que l'espace de la faculté des lettres et sciences humaines soit violé, soit saccagé, que nos enseignants soient violentés, le personnel ainsi que les pattes. Nous ne l'accepterons plus. Plus de 34 milliards de francs CFA de l'État pour accompagner le monde rural. C'est pour les besoins de la campagne agricole 2012-2013. La destruction des semences et intrants n'a pas encore commencé, même si certaines zones du pays ont déjà été arrosées aux grandes dames des paysans. Là-dessus, je vous propose d'écouter Boubacar Sissé. Il est le porte-parole du CNCR. Il est interrogé par Fatih Dieng et Madani Marega. L'État était dans les meilleures dispositions pour allouer 34 milliards, 500 millions sous forme d'appui, de subvention aux intrants, aux semences. Les commandes sont passées, les notifications ont été faites aux fournisseurs. Donc c'est la balle est comme qui dirait dans le camp des fournisseurs qui devraient donc diligenter la mise en place, le dispatching des fertilisants. Et puis, Cheikh Tidiane Diao, cette réaction de Alioune Tine suite à cette sortie de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz qui n'est pas au courant des dernières démarches entreprises par le M23. C'est en substance la réponse d'Alioune Tine au leader des jeunesses socialistes. Je propose de l'écouter, Alioune Tine, donc interrogé par Maïmouna Ndiaye et Atanarba. En prison, il ne peut pas être informé de ce que le M23 fait. Nous avons rencontré la ministre de la Justice concernant la question des détenus, concernant la question des victimes, et on a même parlé de son cas. Hier, nous avons formé une délégation où nous avons écrit au président de la République, Macky Sall, pour bien sûr lui annoncer notre intention d'organiser la commémoration de l'an 1 de la révolution citoyenne du 23 juin. Et parmi les questions qu'on a soulevées, c'est la question des victimes
et la question des gens qui sont détenus après les événements. Nous revenons au cours de cette édition sur les premiers moments de liberté justement du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Chadidiane Diao, nous poursuivons cette édition et cap sur Saint-Louis pour retrouver Ibou Diouf. Voilà, Ibou Diouf qui est en direct de Saint-Louis. Bonsoir Ibou Diouf, j'imagine que Saint-Louis baigne dans la ferveur. Oui, comme vous l'avez constaté donc, l'ambiance est déjà perceptible à la place Faidherbe de Saint-Louis. Il y a déjà du monde, beaucoup de mélomanes, des férus du jazz ont fait le déplacement pour assister à cette 20e édition du Festival de jazz de Saint-Louis. Et pendant 5 jours, la capitale du Nord sera donc le fief ou bien le point de convergence de ces milliers de fans qui vont donc essayer de se retrouver pour vivre au rythme de cet événement. De grands noms de ce style musical sont attendus, des artistes comme Manu Dibango, Denis Reis du Brésil, Salam de la France et d'autres. Au total, une vingtaine d'artistes vont faire leurs prestations, et ce qui aujourd'hui a fini d'occuper une place du choix dans l'agenda culturel de la ville de Saint-Louis. Et donc cet événement rehaussé cette année par la présence de Aznour qui est actuellement avec le ministre de la Culture, Youssou. Tous donc ils sont là et donc pour donner pour rehausser le cachet de cet événement, cher Tigan. Voilà, Ibrahima Diouf, merci beaucoup. Vous l'avez signalé, Charles Aznavour, qui est arrivé au Sénégal. Il est l'invité d'honneur des 20 ans du Festival de jazz de Saint-Louis. Donc, Aznavour qui se dit très heureux d'être au Sénégal. Il a été accueilli par le ministre de la Culture et du Tourisme, Youssou N'Dour, et le maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, que je vous propose d'écouter. Ils sont tous les deux interrogés par Nafissatou Sylla et Ahmadou Biagui. Ravi de venir parce que je n'étais pas venu ici depuis... Je viens de calculer un peu plus de 40 ans, près de 45 ans. La dernière fois, ça fait à peu près 45 ans. Je m'en souviens surtout parce que c'était le moment où j'allais épouser une dame avec laquelle je suis toujours marié. Alors il y a des souvenirs qui restent comme ça. Et le Sénégal en fait partie. Je suis très très content, très honoré. Et c'est un grand moment. Il n'est pas venu pour faire le concert. Il est venu pour rencontrer les gens, comme il l'a si bien dit. Et je pense que ça va être un grand moment, un moment de relance pour notre festival tant bien aimé et qui est important pour le calendrier culturel du pays. Je voudrais, pour M. Charles Aznavour, je lui ai dit tantôt que lorsque vous arriverez à Saint-Louis, vous vous sentirez comme chez vous, parce qu'il y a énormément de Sénégalais qui vous ont connu, admiré et beaucoup aimé à travers les médias, sans jamais pouvoir vous voir de près. Et je voudrais en profiter pour remercier M. le ministre de la Culture. Et je lui ai dit tantôt qu'il a fait un cadeau extraordinaire à la ville de Saint-Louis. Voilà, c'était Charles Aznavour, Youssou N'Dour et Cheikh Bamba Dièye, interrogés par Nafissatou Sylla et Ahmadou Biagui. Khalifa Diarté, c'était tout pour l'actualité pour ce soir. Cheikh Diao, merci. Nous poursuivons cette édition et nous revenons sur les tout premiers moments de liberté de Barthélémy Diaz, le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, sous contrôle judiciaire. Il est accueilli en héros après 5 mois de détention. Adiatala Masséer Ndiaye. Barthélémy Diaz, parmi les siens, après 5 mois de détention, affiche le sourire. Il porte ses accusations sur le président sortant, Maître Abdoulaye Wade, d'être seul responsable de la mort de Ndiaga Diouf et selon lui, c'est à dessein. J'accuse Abdoulaye Wade d'avoir commandité ce crime de Mermoz Sacré-Cœur. Il est peut-être l'un des seuls responsables de ce crime. Des gens sont venus une fois de plus pour exécuter un sacrifice humain. Le secrétaire général des Jeunesses socialistes libres interpelle les responsables du M23 et lance un appel aux autorités judiciaires pour rendre justice aux jeunes arrêtés suite aux manifestations de l'organisation. Je voudrais d'abord dire à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qu'il est aujourd'hui président de la République parce qu'il y a des jeunes qui se sont battus le 23 juin et le 27 juin. À M. Alioune Tine, que personne n'a entendu depuis que ces jeunes sont en prison. C'est lui qui était le coordonnateur du M23. Je lui demande d'assumer ses responsabilités. Je demande à M. Ahmad Dansoko
M. Ahmad Dansoko, qui est une référence pour le M23. Je demande à M. Ahmad Dansoko de se mobiliser pour qu'on puisse libérer les jeunes qui sont arrêtés depuis le 23 et le 27 juin. À côté de la liesse populaire, des responsables politiques ont fait le déplacement au domicile du maire de la commune de Baobab-Mermoz. Barthélémy Diaz promet de reprendre ses activités politiques et administratives et il fait de la libération des jeunes du M23 sa priorité, quitte à descendre dans la rue. La page des sports, tout d'abord, ce regroupement des Lions du Sénégal au Maroc. Cheikh Tidiane Diao, rebonsoir. Rebonsoir Khalifa Diarté, donc la tanière qui se remplit peu à peu à l'hôtel Sofitel du Maroc. Aux dernières nouvelles, le groupe est pratiquement au complet avec les arrivées des frères Fati, les Lillois Pape Ndiaye Souaré, Idrissa Gana Gueye ainsi que Pape Mortar Thioune et Abdoulaye Ba de Coimbra. Rappelons que les Lions du Sénégal rencontrent le Maroc en match amical le vendredi à 19h. C'est pour préparer la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les Lions du Sénégal donc qui vont rencontrer l'équipe du Libéria. Et puis Sénégal-Maroc se rencontre aussi le lendemain à Rabat, mais chez les dames, nous parlons de foot féminin bien sûr. Donc ce sera pour le compte des éliminatoires de la CAN 2013, le match retour qui aura lieu ici à Dakar dans 15 jours. Et puis football ici avec la Ligue 1 sénégalaise qui a fini sa saison régulière. Niary Tally qui termine leader de la poule B. Le soutien du public a été décisif dans la qualification de Niary Tally pour les playoffs. C'est le sentiment de l'entraîneur de l'équipe Abdoulaye Ndiaye qui tire aussi un chapeau à ses dirigeants. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Abdoulaziz Ndiaye. Une grande mobilisation à partir de la commission d'organisation, à partir de la commission des supporters, à partir de la commission sportive qui nous accompagne chaque jour à l'entraînement et qui nous assiste. Nous avons aussi eu le soutien vraiment du bureau du comité directeur et des dirigeants. Et je pense que cette grande capacité de mobilisation a poussé les joueurs à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes dans les matchs. Et je pense que le secret, c'est à ce niveau. Le secret, ça se trouve sur la mobilisation même de la population de Niary Tally, qui a vraiment une base affective et qui est arrivée à nous ici au sommet. Abdoulaye Ndiaye, le coach de Niary Tally, le ministre des Sports, El Hadji Malick Gakou, qui invite le secteur privé à investir dans le sport. Cela à travers un programme dénommé Horizon 2020, un programme donc qui sera détaillé d'ici peu. El Hadji Malick Gakou l'a révélé hier lors de sa rencontre avec les membres de la Fédération sénégalaise de basketball. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Sadibou Diarra et Marc Dieng. Si nous combinons le binôme, le financement de l'État et les activités financières du secteur privé dans le financement du sport, le sport sénégalais peut avoir des moyens considérables à même de lui permettre de jouer de plus grands rôles, encore une fois, en Afrique et dans le monde. C'est notre ambition et nous y travaillons dans un large programme que nous appelons Sénégal Horizon 2020, dont le cadrage macro s'articule autour justement de ce binôme-là, mais également de ses perspectives. Voilà, c'était El Hadji Malick Gakou, donc le ministre des Sports, Khalifa Diakhaté. C'était tout pour la page des sports. Merci Cheikh Tidiane Diao. Je le disais en titre, nous nous arrêtons ce soir sur cette semaine consacrée à la prévention routière au Sénégal, la sécurité routière durable au Sénégal, au cœur justement des réflexions cette année. Et nous accueillons dans moins de 2 minutes le directeur de la prévention, Monsieur Mactar Faye, juste pour nous le temps de regarder ce sujet de Nafissatou Sylla et Ababacar Gueye. Des centaines de personnes perdent la vie sur les routes chaque année. Des victimes qui ont échappé aux accidents portent aujourd'hui des séquelles. 90% des accidents de la circulation sont dus à des défaillances humaines. Et quand je parle de défaillance humaine, il y a la consommation d'alcool, l'usage du téléphone portable, la fatigue, la somnolence que nous constatons tous à la veille des événements religieux. Ce que nous avons constaté sur la route, que les gens ne savent pas conduire. Les gens ne savent pas conduire, ça veut dire quoi? Qu'ils conduisent par habitude, sans aucun respect des prescriptions du code de la route, sans aucun respect de la réglementation et même des hommes de tenue dans la circulation.
Les conducteurs de cars de transport en commun, principaux acteurs de la circulation, trouvent une explication à leurs agissements sur la route. Mais ce fait que les conditions de travail souvent, toutes les conditions de travail ne sont pas réunies. Souvent, toutes les conditions de travail ne sont pas réunies. Et les chauffeurs subissent beaucoup de pression. Les propriétaires des cars imposent aux conducteurs des montants de versement souvent. Et le chauffeur s'empresse pour trouver cette somme. Et du coup, il ne réfléchit plus. Pour réunir cette somme, les conducteurs mènent une course effrénée pour avoir plus de clients et c'est ce qui explique souvent ces accidents de circulation. Réduire les accidents ou leur gravité de 35% d'ici 2020 est capital. À cet effet, un plan d'action a été mis sur pied pour minimiser les risques et assurer une prévention effective. D'abord, élaborer et appliquer des stratégies de programmes durables en faveur de la sécurité routière. Fixer une cible ambitieuse mais réaliste pour la baisse du nombre de morts sur les routes. Pour le directeur de la prévention routière, une nouvelle culture s'impose comme dans les pays développés. En installant un binôme efficace et sans complaisance, binôme, contrôle, sanction. Dans tous les pays du monde où la sécurité routière a marché, c'est parce qu'à côté, il y a eu des sanctions. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas développer des actions de prévention routière, alors qu'à côté, on laisse les usagers faire ce qu'ils veulent. La route ne sera jamais un lieu d'expression des égoïsmes individuels, c'est un espace à partager. La lutte contre ce fléau est au cœur des dispositifs mis en place par le ministère des Transports. Ainsi, l'État va prendre toutes ses responsabilités pour redéfinir le système de délivrance des permis de conduire avec un dispositif de lutte contre les falsifications. Nafissatou Sylla, merci. Mactar Faye, le directeur de la prévention routière, il est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Faye. Bonsoir Khalifa. Alors cette année, le thème tourne autour de la sécurité routière durable. Ça change tout. Pourquoi? Tout à fait. C'est vrai qu'en fait la NPS a été créée en 2002. Nous avons fait notre première semaine de la prévention routière en 2003, à l'époque avec M. Mamoudou Seck. Et depuis, il y a eu du chemin. Hein. Oui. On a fait beaucoup de choses à l'endroit des adultes, à l'endroit des enfants, à l'endroit de tous les usagers de la route. Et 10 ans après, on a posé une question. Oui. Quelle solution pour une sécurité routière durable au Sénégal? Cette question, elle s'adresse à tous les usagers. Et on s'attend à ce que tout le monde donne sa participation, sa réflexion pour ensemble qu'on puisse avoir une sécurité routière durable sur notre route. C'est vrai que le cadre qui est mis sur pied pour cela, pour ce faire. Parce que oui, parce qu'en fait, ce sont des journées de réflexion, un forum même sous-régional qui va se tenir sous peu avec l'ASER qui l'organise et des causeries populaires, des campagnes de proximité dans les gares routières, dans les quartiers, auprès même des chefs religieux. Donc on va aller voir tout le monde et sensibiliser aussi les décideurs. Ouais. Il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que sur la route il y a des dangers, que sur la route il y a des comportements qui ne sont pas du tout, je dirais entre guillemets catholiques, et que les gens se permettent de faire tout ce qu'ils veulent sur la route. Ouais. Il faut absolument que l'État soit présent. Certes, l'État sera présent dans un binôme contrôle-sanction, mais l'État sera présent en étant conscient que ces accidents causent beaucoup de malheur. Alors aujourd'hui, pour être concret, beaucoup plus concret, qu'est-ce que vous faites justement pour mesurer un peu la compréhension de tous les usagers, surtout les chauffeurs de bus de transport en commun, sachant que justement le code de la route, c'est aussi un langage? Mais tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le journal en Wolof. La route est un lieu, disons, je dirais que c'est un espace de communication sans parole. Il y a la signalisation horizontale, il y a la signalisation verticale. Mais si vous n'arrivez pas à décrypter ce langage, vous n'avez pas votre place dans la circulation. On vous demande d'aller tout droit, vous allez à gauche, il y a un problème. On vous dit que c'est un sens interdit, vous ne comprenez pas le sens de ce panneau, et vous vous engagez dans ce sens-là, vous risquez en fait de croiser un autre véhicule qui, au départ, avait un panneau sens unique. Donc, même quand on vous dit qu'en fait la ligne continue est considérée comme un mur,
on ne doit pas la chevaucher. Oui. Vous la chevauchez dans un virage, vous risquez de rencontrer encore un autre véhicule. On vous dit que c'est un panneau de danger et tout panneau de danger demande à ce que l'usager ou l'automobiliste ou l'usager de manière générale ralentisse. Alors s'il ne ralentit pas, il va droit vers le danger. Donc en fait, ce genre de sensibilisation, on l'a fait depuis 10 ans. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que la sécurité routière n'était pas une priorité dans les projets du gouvernement. Ah oui, ce n'était pas une priorité parce que, bon, on se contentait de faire de la sensibilisation et puis voilà, c'est terminé. Mais aujourd'hui, je crois qu'en fait, l'État commence à prendre conscience de ce fléau qui tue, qui blesse, qui met des centaines de personnes à l'hôpital pendant très longtemps, qui sont handicapées. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les autorités, mais comme les usagers également, sachent que conduire est un acte social, que la sécurité est un véritable enjeu de société. Et qu'on se parle aussi. Et qu'on se... On se parle, parce que nous, on essaie... à gauche, c'est pas pour faire joli. Exactement. C'est pour dire au pop-up, je vais tourner... Vous me permettez de reprendre un peu l'anecdote du chauffeur de taxi à qui on avait demandé effectivement ces lignes zebra, quelle était la signification. Moi, c'était pour Naïs Talib. Bon, en fait, moi je pense qu'en fait, on n'a pas ce temps-là pour quand même embellir la route, mais qu'en fait, tout marquage, tout panneau a une signification et il faut comprendre ces panneaux, ces signaux pour évoluer dans la circulation. Aujourd'hui, nous devons aller vers ces autorités et leur présenter un plan d'action global. D'ailleurs même, à ce sujet, l'État du Sénégal vient d'être appuyé par l'Union européenne d'1 million d'euros pour au moins doter le Sénégal d'une politique nationale de sécurité routière. Pour dissuader justement les automobilistes à poser certains actes sur la route, est-ce que vous pensez vraiment à concrétiser ce projet de permis à points? Où est-ce que vous en êtes? Le permis à points, bon, certains l'ont déjà évoqué, mais je pense qu'en fait, il est trop tôt pour nous, au Sénégal, d'avoir ce système de surveillance, de contrôle au niveau des permis à points. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit suffisamment outillé, du côté de la police, du côté de la gendarmerie, du côté même du ministère. Outillé en quoi? C'est-à-dire, en fait, un réseau informatique assez dense. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des conducteurs à qui on a retiré le permis, au niveau du tribunal. Oui. Alors, à la sortie de l'audience, ils vont chercher un certificat de perte et ils se présentent au service des mines et on leur fait un duplicata. Donc, vous voyez bien qu'en fait, le système est défaillant à ce niveau-là. Donc, si vous voulez parler maintenant de permis à point, je pense qu'à ce niveau-là également, on risque d'avoir des problèmes. Parce que le permis à point, si on l'avait instauré au Sénégal, aujourd'hui, vous êtes à Dakar, vous faites une infraction. Mais demain, vous vous rendez en Casamance, vous faites une infraction. Tout de suite, quand on pianote dans l'ordinateur, on doit savoir quel est votre capital point. Parfaitement. Alors, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre l'accent sur le binôme contrôle-sanction. Et le fait de faire du contrôle, c'est de la prévention. Cet après-midi, on était à l'École nationale de police parce qu'on a voulu officialiser, matérialiser notre partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Que l'on se mette sur la route avec la police de circulation, qu'on essaye de traquer, c'est ça le mot, en fait, tout ce qui évolue dans la circulation, qui n'ont pas de casque, qui ne mettent pas la ceinture de sécurité, qui téléphonent au volant, ou parfois qui sont sous l'emprise de l'alcool et qui conduisent. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont compris ce que c'est que la prévention routière. Mais il faut davantage qu'on arrive à asseoir une véritable culture de la prévention routière et qu'on demande à tous ces usagers davantage de se débarrasser de leur agressivité et de leurs égoïsmes sur la route. De l'indiscipline aussi. Et de l'indiscipline. Parce qu'en fait, le mot indiscipline englobe beaucoup de choses. C'est l'agressivité, c'est faire ce que je veux, ne pas respecter la réglementation, ne pas respecter le code, ne même pas respecter l'agent de circulation qui est là et qui est là pour vous aider à améliorer votre mobilité. Aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, il y a beaucoup d'accidents qui ont été notés du côté des transports publics de voyageurs, comme on a appelé transport en commun. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je parle de l'implication de l'État au plus haut niveau, en inscrivant la sécurité routière parmi ses priorités, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte les conditions de travail des transporteurs ou des chauffeurs de transport en commun. Parce que sur, disons, 4000 accidents, les 2000 accidents ou 2500, on les trouve dans les transports en commun. Donc aujourd'hui, il faut qu'on améliore les conditions de travail de ces chauffeurs, qu'on les mettre dans de très bonnes conditions, au niveau de l'IPRES, la caisse de sécurité sociale, et puis qu'ils aient des heures de travail. Je ne peux pas comprendre quand même qu'ils se réveillent à 5 h du matin et qu'ils finissent à minuit. Ça, c'est horrible. Donc moi, je pense qu'en fait,
pour une sécurité routière durable, il faut d'abord que la sécurité routière soit inscrite dans les priorités du gouvernement. Il faut encore qu'on arrive à améliorer, surtout asseoir une culture de la prévention routière, mais surtout également qu'au niveau des transports en commun, qu'on arrive à améliorer leurs conditions de travail. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'ensemble, on peut continuer. Et qu'on respecte tout simplement ce langage pour éviter ce qu'on pourrait appeler les accidents bêtes, pour ainsi dire. Oui. Parce que mais tout à fait, parfois c'est quand même assez hallucinant. Mais justement, parce que, vous me permettez de reprendre même l'expression, ces accidents bêtes, on les retrouve souvent, soit au lendemain ou à la veille des Magal ou Gamou, parce que tout simplement, certains, surtout dans le monde du transport en commun, se croient invulnérables, invincibles, et qu'en fait, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent sur la route sans qu'il y ait jamais un accident. Alors, nous allons terminer en chiffres, M. Faye, si vous le permettez. La situation à l'heure actuelle, le nombre d'accidents que vous avez répertoriés, alors le nombre a-t-il baissé par rapport à l'année dernière? Le nombre a toujours baissé, parce qu'on n'a pas encore les statistiques de 2011, mais on est sur 2010, mais ça a baissé. Donc, on est sur 3000 accidents, moins de 250 tués sur les routes. Et quand on compare avec la première année de démarrage, où on avait 800 tués sur les routes, 5000 véhicules impliqués dans les accidents, 4000 blessés graves, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu du chemin, mais également qu'on a pu avoir quelques résultats positifs. Et pour dire également que ces résultats positifs, je ne vais pas me les imputer, mais je crois qu'en fait, c'est un travail de collaboration, collaboration avec l'État, collaboration avec les assureurs, les pétroliers, pratiquement tous les acteurs de développement. Et c'est avec eux qu'on doit ou qu'on devra faire de la sécurité routière, qu'on devra faire de la prévention routière. Makhtar Faye, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur de la prévention routière au Sénégal. Nous sommes au deuxième jour de cette semaine consacré à la sécurité routière. Soyez prudents sur les routes. Bonsoir.